amis, 8h30, la matinale 9h30, Toxin Nicolas Vidal. ce matin et je suis très heureux de recevoir une voix qui compte, mais qui n'est pas très visible dans les médias de masse, comme on dit, c'est Michel Geoffroy. Bonjour Michel Geoffroy, comment allez-vous ? Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est normal parce que vous avez encore commis un livre, Michel. Vous avez encore commis un livre et bien entendu, c'est toujours intéressant parce que, voilà, je le disais, vous êtes une voix extrêmement importante sur bien des sujets, mais celui-ci est extrêmement important. Vous avez reçu l'année dernière dans le Toxin, vous êtes énarque haut fonctionnaire, vous êtes à la retraite aujourd'hui et vous aviez notamment écrit Bienvenue dans le meilleur des mondes, édition de la Nouvelle Librairie, édition qu'on connaît bien ici. Il y a d'autres livres, bien entendu. Je vous invite, chers amis, à aller faire la biographie de Michel Geoffroy. Mais aujourd'hui, je vous reçois pour ce livre-là passionnant. Michel Geoffroy, Occident, Go Home, plaidoyer pour une Europe libre, et aux très bonnes éditions Via Romana qui publie pas mal de choses. D'ailleurs, on a reçu ici Jean-François Chemin également chez Via Romana, donc on connaît bien cette maison, et c'est une maison qui a le mérite de bien travailler et de mettre en avant des travaux intéressants. Ce livre-là, Michel Geoffroy, ce matin, on va en discuter. Occident, Go Home. Il y a beaucoup de choses ici, et on va en parler ensemble ce matin, mais finalement, l'idée principale, c'est un Occident qui nous détruit et qui nous vassalise, mais qui nous vassalise surtout à la botte des Américains. De quel Occident parlez-vous, Michel Geoffroy ? Alors, pourquoi Occident Go Home ? Oui. D'abord, c'est ce que dit la majorité de la population mondiale aujourd'hui. Oui. La majorité de la population mondiale en a assez de l'arrogance, des doubles standards, de l'impérialisme et de la violence des Occidentaux. Et en plus, aujourd'hui, cette population mondiale a de plus en plus les moyens de résister à l'Occident. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que nous aussi, Européens, nous devons dire Occident Go Home, parce que cet Occident, aujourd'hui, il s'est séparé de notre civilisation et il est devenu de plus en plus étranger à notre civilisation, non seulement étranger, mais même opposé à notre civilisation. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que j'essaie d'établir une distinction entre l'Occident et l'Europe et la civilisation européenne? Pour faire court, jusqu'au XIXe siècle, on peut dire que les deux se recouvraient largement. On pouvait parler d'Occident et d'Occidentaux. C'était à peu près la même chose que les Européens, sauf qu'il y avait des Européens des deux côtés de l'Atlantique. Bon, aujourd'hui, c'est assez différent. L'Occident, ça désigne, je dirais, fondamentalement la déconstruction de notre civilisation par une idéologie particulière qui est l'américanisme. L'américanisme qui est un mélange de religions, le puritanisme, qui est une religion assez particulière, avec le progressisme. Et aujourd'hui, toutes les folies, toutes les idées devenues folles, pour reprendre, toutes les vertus devenues folles, pour reprendre l'expression célèbre de Chesterton, nous viennent de ce monde qui est dominé par les Occidentaux, donc, c'est-à-dire en fait les Anglo-Saxons. L'Occident, aujourd'hui, ça désigne l'espace qui est dominé et donc vassalisé par les Anglo-Saxons en général et plus particulièrement par les États-Unis qui prétendent dominer le monde et en particulier dominer le monde européen, puisque c'est un des aspects que j'avais déjà évoqué dans d'autres essais, mais que je reviens dans cet essai, c'est que le paradoxe, c'est que les mondialistes occidentaux, les mondialistes nord-américains, en fait, maîtrisent de moins en moins le monde. Ils maîtrisent de moins en moins le monde. Le monde leur échappe de plus en plus, comme on le voit chaque jour, au plan économique, au plan stratégique, au plan militaire. Mais par contre, ils s'efforcent de maintenir leur domination sur l'Europe. Donc, l'Occident, c'est plus l'Europe, c'est la volonté de dépasser, de détruire l'Europe. D'ailleurs, le concept de cancel culture, l'Occident, c'est jamais que la thématique classique de la table rase. Il faut changer de culture, il faut trouver une autre culture, de même qu'il faut changer l'homme, il faut forger l'homme nouveau, que ce soit l'homme augmenté ou l'homme déconstruit, peu importe, c'est toujours la même utopie. Donc aujourd'hui, l'Occident nous menace
notre civilisation, et il est derrière, je dirais, toutes les folies que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit le féminisme agressif, que ce soit la révolution des mœurs, que ce soit le laxisme pédagogique, que ce soit le déboulonnage des statuts, Ouais. que ce soit les études décoloniales, etc., la discrimination positive, on pourrait faire une liste éternelle. Tout ça nous vient de cet Occident, de cette idéologie véhiculée par la puissance américaine, enfin du moins ce qui reste de la puissance nord-américaine, puisque cette puissance est elle-même aujourd'hui déclinante dans tous les domaines, même si l'Amérique s'en sort encore un petit peu mieux que nous, mais c'est elle qui porte, je dirais, le déclassement de l'Europe. Et enfin, je dirais, l'Occident aujourd'hui incarne une utopie très dangereuse, c'est le mondialisme, c'est-à-dire les nouveaux habits du vieux cosmopolitisme, l'idée qu'on va détruire toutes les nations pour mettre en place un gouvernement mondial qui sera bien sûr un gouvernement nord-américain. C'est comme dans les films de science-fiction, démontré. Les équipages sont toujours multiplanètes, mais le commandant est toujours américain. C'est ça la définition du mondialisme aujourd'hui. Donc, j'essaie de montrer qu'il faut, nous-mêmes, Européens, il faut se libérer de cette idéologie. Il faut aussi se libérer de la suggestion dans laquelle on est. Nous sommes dans une situation de vassalité croissante à l'égard des États-Unis, notamment via l'OTAN, notamment via l'Union européenne, qui ne protège pas du tout nos intérêts géopolitiques, ni même nos intérêts économiques d'ailleurs, ne nous protège absolument pas, enfin très marginalement. Donc il faut aussi se libérer de ça. Et puis, mais Michel Geoffroy, là-dessus c'est intéressant parce que je me permets, puisque le livre est vraiment passionnant et je vous enjoins, chers téléspectateurs, à l'acheter, à vous le procurer, ce livre-là de Michel Geoffroy, Occident Go Home. C'est toujours bien écrit, c'est toujours brillant et c'est pour ça qu'on vous reçoit et c'est pour ça qu'il faut absolument se jeter sur des livres-là qui sont des grilles de lecture extrêmement importantes pour mieux comprendre ce qui arrive. Vous le dites, Michel, l'espace européen comme vassalité des USA. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est aussi, vous le dites, il faut sortir de cette vassalisation, il faut sortir de cet Occident. Mais quelle est la responsabilité de nos élites? Parce que quand on voit nos élites depuis 30, 40 ans, voire avant, ils sont absolument américains. Enfin, vous voyez bien aujourd'hui les nouveaux ministres que nous avons. Certains ont quand même travaillé pour des lobbying américains. Il y a eu l'American Central. Vous voyez? Comment faire dans cette cadre-là? Nos élites sont ralliées. Nos élites, ce sont les satrapes, je dirais, non pas de l'Empire perse, mais de l'hégémon nord-américain. Donc, ce sont des gens, ils sont ralliés à ce qu'on appelle l'idéologie néocon, c'est-à-dire néoconservatrice, c'est-à-dire qu'ils sont ralliés à l'atlantisme le plus total. Regardez l'OTAN, regardez, nous en rajoutons en permanence. Nous sommes utilisés comme des vassaux. Le problème de l'hégémon nord-américain, c'est que ce n'est pas un empire bienveillant. Dans l'histoire, il y a eu des empires bienveillants qui se souciaient de la bonne santé et de la sécurité de leurs sujets. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes jetables, nous sommes des vassaux jetables. Dans toute l'histoire des États-Unis, les alliés des États-Unis ont toujours été extrêmement maltraités. Rappelez-vous le sort du Sud-Vietnam, rappelez-vous ce qui vient de se passer en Afghanistan, etc. On pourrait prendre une liste très vaste. Nous sommes les vassaux, nous sommes dans une situation très difficile. Nous sommes effectivement vassalisés par nos élites, parce que nos élites ont abandonné toute indépendance, quand Emmanuel Macron nous parle de souveraineté européenne, il se moque du monde. Ce n'est pas l'Europe souveraine, c'est l'Europe alignée sur Washington, alignée sur les intérêts économiques des États-Unis, des grandes entreprises mondialisées qui sont en grande majorité nord-américaines. C'est l'Europe qui en rajoute sur le bellicisme à l'égard de la Russie, etc. Bon. Donc effectivement, vous avez raison, nos élites ont une grande part de responsabilité et je dirais que le tournant a été progressif. On pourrait dire politiquement, il s'est traduit par l'abandon progressif
de la stratégie d'indépendance du gaullisme, hein, du général de Gaulle, de la stratégie de sécurité tout azimut. Mais on peut dire que les 3 dernières présidences, Nicolas Sarkozy, qui nous a fait rentrer dans l'OTAN, Ouais. qui est d'ailleurs tout content de l'annoncer en avant-première au Congrès américain, avant de le dire aux Français, d'ailleurs, ce qui était quand même très, très significatif. Bon, François Hollande, et puis effectivement Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est tout content de parler anglais. Bon, je veux dire, donc la langue des maîtres, c'est très révélateur. Donc effectivement, vous avez raison, les élites, entre guillemets, c'est-à-dire nos dirigeants, ont abandonné toute velléité d'indépendance européenne. Ils considèrent, ils sont atlantistes, comme on dit, c'est-à-dire on parle de liens transatlantiques, expression très révélatrice. Ce sont des liens, on est liés. On n'a pas le droit de se libérer, on est liés. Donc, voilà. Donc c'est ça qui se passe. Donc c'est pas, si vous voulez, nous avons des torts partagés, en quelque sorte. Nous avons consenti largement, nos gouvernants ont consenti largement à l'état de sujétion dans lequel nous sommes, à l'état de vassalité, parce que ils en tirent des avantages. Ces élites qui gouvernent tirent des avantages de leur soumission. Ce sont des satrapes, comme les satrapes de l'Empire perse, des gens qui gouvernaient, mais pour le compte de l'Empire, pas pour le compte des États, ce qui explique d'ailleurs la coupure que nous connaissons aujourd'hui entre les élites dirigeantes en Occident et les peuples. C'est un phénomène qui est relativement nouveau et qui explique que la démocratie fonctionne de moins en moins bien. Vous mettez aussi en avant, Michel Geoffroy, et merci d'être là ce matin, notamment, c'est une idée extrêmement intéressante, vous dites finalement que le système diffuse artificiellement la peur pour annihiler toute volonté de lui résister aussi. La peur a toujours été utilisée, mais ça fait quand même un petit moment que la peur, on l'utilise à toutes les sauces pour essayer de maintenir la population, ou du moins les Français, dans une sorte de léthargie, une apathie populaire, une certaine forme de soumission, de vassalisation, comme vous dites. Oui, tout à fait. Alors, c'est ironique, parce que ces gens se prétendent des progressistes. Alors, les progressistes, c'était des gens qui nous expliquaient que l'avenir allait être radieux, que demain allait être merveilleux. Mais non, c'est fini. Aujourd'hui, les progressistes, c'est des gens qui passent leur temps à nous faire peur de tout. Nous avons peur de tout, de l'évolution du climat, de la Russie, de la Chine. On a même peur des punaises de lit aujourd'hui. Donc, on a peur de tout. Bon, alors, il est clair que la peur est un levier intéressant. L'espérance dans les lendemains qui chantent, bon, c'est un bon levier, mais il a un petit inconvénient. Quand la réalité n'est pas au rendez-vous, on peut être déçu. Donc, l'espérance est un moins bon levier que la peur. La peur, c'est un élément, comme on dit, la peur est mauvaise conseillère. Et la peur, c'est, je dirais, le contraire de notre civilisation. Je crois que là aussi, on a un exemple de la façon dont le système bouleverse notre civilisation. Nous sommes la civilisation qui a conquis le monde, qui a permis d'ailleurs aux autres peuples d'avoir conscience d'eux-mêmes. C'est nous qui avons apporté une vision mondiale à des peuples qui n'avaient pas une vision mondiale. Bon. Même la Chine, qui était une magnifique civilisation, était entièrement repliée sur elle-même, refusait de reconnaître les autres mondes, trouvait que ça servait à rien. Bon. Donc nous avons apporté, nous avons toujours été des gens qui refusaient la fatalité. Or, le discours sur la peur, c'est un discours qui porte en lui le fatalisme. Le fatalisme n'est pas européen. Le fatalisme, nous avons passé notre temps, nos ancêtres ont passé leur temps à refuser la fatalité. Ils ont fait des choses que personne n'avait fait jusqu'à présent, traverser les mers, que tout le monde considérait comme impossible. Et on a même voyagé dans la Lune. Bon, donc, si vous voulez, on a fait des choses extraordinaires. Et donc la peur, aujourd'hui, c'est un instrument du système qui permet effectivement de mettre en sujétion les peuples. Quand vous avez peur, regardez ce qui se passe en matière d'insécurité. On laisse exploser l'insécurité parce que l'insécurité est un moyen de domination de la population. Les gens ont peur de sortir de chez eux, ils ont peur. Donc, ils vont rien faire. Ils vont, oh là là, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est un élément
je dirais, de l'évolution d'ailleurs post-démocratique de l'Occident et de l'Europe en particulier. C'est-à-dire que de plus en plus, on n'est pas là pour faire la politique que veut la population, on est là pour imposer à la population ce qu'elle ne veut pas, et notamment par le truchement de la peur. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le Covid, la Covid. Oui. On a fait accepter par la peur du virus des choses que les gens n'auraient pas acceptées en temps normal. Voir un Ausweis pour sortir, n'avoir pas le droit de sortir, n'avoir pas le droit d'accueillir sa famille, de ne pas pouvoir aller aux obsèques de ses parents parce qu'on était trop nombreux, etc. C'est grâce à la peur qu'on a réussi à faire ça. Oui, c'est une forme de régression, hein, Michel. Littéralement, une forme de régression totale. Hein. Je pense que vous disiez tout à l'heure, nous vivons des temps apocalyptiques, oui, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la révélation. Nous avons aujourd'hui la révélation de plus en plus de notre servitude, de notre effondrement. Hein. Alors, il y a, j'évoque dans mon essai, la caverne médiatique. Hein, oui, je voulais qu'on en parle, c'est le moment. Allons-y, parlons-en, parce que je voulais en parler, bien entendu, vous me connaissez. C'est la caverne de Platon, vous savez, les ombres, les gens qui croyaient que le monde réel, c'était les ombres sur la caverne. Bon, nous sommes exactement dans ce système-là, sauf que c'est un système médiatique, une bulle médiatique qui veut nous faire croire que nous vivons dans un certain monde idéal, un monde où nous sommes toujours très puissants, un monde où tout va bien, tout le monde nous aime, vous n'aurez pas ma haine, etc. etc. Bon. Le temps apocalyptique, c'est que progressivement, la caverne médiatique est en train de se déchirer. On voit de plus en plus que le monde réel ne correspond pas au monde médiatique. C'est ça que nous sommes en train de vivre, et c'est d'ailleurs pour ça que le système essaie de développer la censure, parce que la censure est un moyen d'interdire de voir le monde réel. Il est interdit d'évoquer le monde réel. Il est interdit, par exemple, d'évoquer les questions liées à l'immigration. Non, surtout pas. Il ne faut l'évoquer que dans un certain sens, etc. Donc, cette caverne médiatique est en train de s'effondrer en Occident. Et de plus en plus, nous ne connaissons plus d'ailleurs. Le paradoxe, c'est qu'on prétend être ouvert sur le monde, mais en réalité, nous ignorons comment évolue le monde extérieur. Ça m'arrive de faire parfois quelques petits exposés devant des jeunes. Alors je commence toujours en leur disant où sont les plus grands ponts du monde? Alors je leur dis c'est en Asie. Ah bon, où est le TGV qui va le plus vite dans le monde? C'est en Chine. Où est l'autoroute qui est le plus haut du monde? C'est l'autoroute Chine-Pakistan, parce qu'il traverse des montagnes très hautes, etc., etc. Je leur dis, est-ce que vous savez que le Sénégal a mis en orbite un satellite il y a peu de temps? Je veux dire, le paradoxe, c'est que nous sommes enfermés dans une bulle médiatique. On se prétend des mondialistes, on se prétend ouvert à tout le monde, mais en fait, on ne sait pas. On ne connaît pas l'évolution des rapports de force réels dans le monde. Et regardez ce qui se passe en Ukraine. Il est manifeste que les Occidentaux ont complètement sous-estimé la résilience de l'économie russe et même de l'armée russe, d'ailleurs, etc. Donc, nous sommes enfermés dans un système, mais qui est en train de s'effondrer parce que la réalité est plus forte que les illusions médiatiques. C'est ça. Alors, effectivement, c'est une progression, parce que ça veut dire que nous refusons d'affronter le monde tel qu'il est. On essaie de se cacher dans un monde qui n'existe pas. Vous n'aurez pas ma haine. C'est pas comme ça qu'on lutte contre le terrorisme, c'est pas en disant vous n'aurez pas ma haine. Non, manifestement, c'est pas une stratégie très très efficace. Michel Geoffroy, il nous reste encore 5 minutes, ça passe vite et j'aimerais qu'on aborde encore beaucoup de choses. Il y a quand même des solutions qui sont apportées dans ce livre-là et j'aimerais qu'on les évoque tout de même. Mais avant, vous dites quand même que les mondialistes sont en train de perdre la partie. Vous citez notamment les BRICS, vous expliquez pourquoi. L'OTAN, on en a parlé, le moyen de contrôle américain sur l'Europe, vous savez, et aussi les décadences des valeurs morales. C'est en ce sens que les mondialistes, qu'on appelle les mondialistes aujourd'hui, sont en train de perdre la partie d'une certaine hégémonie.
Bah oui, oui. Enfin ça, là aussi, c'est un exemple du fait qu'on ne voit Ouais. pas le monde tel qu'il est. Mm. La première puissance économique mondiale, c'est la Chine qui est en train de le devenir. Ouais. La Russie, c'est la quatrième puissance économique mondiale en parité de pouvoir d'achat. Mm. Regardez ce qui se passe avec les alliances. Mm. Le monde est en train de changer. Euh, Mm. la Turquie, qui est membre de l'OTAN, veut se rapprocher des BRICS. Mm. L'économie des BRICS est plus importante aujourd'hui que le G7. Le Mm. G7 qui devient un ramassis d'économies qui Mm. souffrent, d'un pays très endetté, qui ont un très faible taux de croissance, sauf un petit peu les États-Unis, qui est un peu plus élevé que l'Europe. Mais Mm. c'est ça. Regardez, il se produit des rapprochements auxquels on n'avait pas imaginé. L'Iran et l'Arabie saoudite, c'est-à-dire l'islam chiite, Mm. et un autre islam se rapproche sous l'égide de la Chine. Regardez le rapprochement évidemment russo-chinois, regardez les pays africains qui s'émancipent de la tutelle française, etc., etc., etc. Enfin, on pourrait remplir Mm. des pages, j'ai essayé d'en Ouais. citer quelques-unes dans mon essai, mais économiquement, euh, l'Occident est quand même plus du tout à la pointe. Au plan technologique, c'est pareil, ça c'est un sujet que Samuel Huntington avait révélé dans son essai bien connu. Mm. Il avait dit le monde se modernise sans s'occidentaliser. Ouais. Il écrivait ça en 1990. Et je crois qu'il avait parfaitement raison. Aujourd'hui, la modernité n'est plus l'apanage unique de l'Occident. Des tas de Mm. pays sont extrêmement modernes. Hein. Ils sont les puissances émergentes, comme on dit, les États civilisationnels, accèdent et accèdent parfois plus que nous. Parce que nous, on est englués dans un passé compliqué. En plus, on n'investit plus dans l'enseignement ni dans la Ouais. recherche. Mm. Alors que ces pays misent sur un enseignement de qualité, sur la recherche, etc. Enfin, bon, donc, nous perdons, comme je l'écris, l'histoire du monde ne se fait plus, est en train de se faire ailleurs qu'en Occident. Hein. Mm. Les BRICS, c'est aussi un modèle politique intéressant et qui séduit beaucoup de monde parce que les BRICS ne veulent pas imposer, hein, ne veulent pas imposer un modèle de société aux autres. Nous, les Occidentaux, qu'est-ce qu'on fait? On veut imposer les droits LGBT aux Africains. Mm. Alors, s'il y a vraiment une civilisation qui n'est pas ouverte à ces Mm. folies sociétales, c'est bien les Africains. Bon. Mm. Donc voilà, nous, la France a désigné un ambassadeur des droits LGBT pour l'Afrique. Alors Mm. après, on s'étonne que l'influence française diminue. Bah oui. Oui. Bon, donc, le modèle des BRICS politique est un modèle gagnant parce que qu'est-ce qu'on Mm. voit? C'est un État qui est relativement fort. Alors, nous, on dit que ce sont des dictatures, etc. Bon, Mm. mais ça veut dire que c'est un État rétributif. Je m'explique. Les États occidentaux, il y a un pouvoir étatique fort, il y a des impôts, mais on voit de moins en moins la contrepartie réelle. Mm. On ne sait pas à quoi sert notre argent, Ouais. on ne sait Oui. pas à quoi sert la Mm. puissance de l'État. Alors que dans les BRICS, la puissance de l'État sert à donner une certaine prospérité, parce que l'économie se développe, une sécurité et aussi une certaine satisfaction de puissance. Hein, parce que d'être dans une nation puissante, c'est quand même mieux que d'être dans une nation vassalisée. Donc les Oui. Chinois sont fiers, Mm. les Russes sont fiers, les Africains sont fiers de leur civilisation, etc. Les Asiatiques sont fiers. Bon, donc c'est ça qui est en train de se passer. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que l'Occident, c'est-à-dire le suzerain nord-américain se radicalise, parce qu'il pense que c'est le moment de faire la guerre aux autres pour essayer de maintenir sa domination. Je pense personnellement que c'est une erreur, parce qu'aujourd'hui, les rapports de force sont en train de changer très vite. Hein. Regardez, les Houthis sont capables de bloquer le trafic maritime des Occidentaux en mer Rouge. Hein, ils sont capables de condamner le canal de Suez, comme ça. Ce sont des Houthis. Hein. C'est pas, bon. Donc, je veux dire, ce monde est en train de changer et il ne change pas au profit des Occidentaux. Et c'est pour ça que je dis c'est une chance pour nous, Européens, parce que si notre suzerain s'affaiblit, nous avons peut-être une opportunité politique et qu'il faut exploiter pour essayer d'être plus autonomes, d'avoir enfin la capacité de maîtriser notre destin et donc de nous libérer un peu de ces folies occidentales qui nous envoient dans une très mauvaise direction, parce que c'est pas uniquement la décadence qui nous menace, c'est la guerre. Hein, et c'est la guerre en Europe. Parce que ce qui se passe en Ukraine peut très bien se reproduire,
puisque nous sommes dans un monde de guerre par proxy. Hein. Les États-Unis ne veulent pas affronter directement la Chine ni la Russie. Par contre, ils aimeraient bien que d'autres pays, nous fassions la guerre à leur place. Fassent le sale boulot à leur place, bien entendu. Mais c'est une vraie question là-dessus. Une dernière question avec une réponse très courte, cher Michel Geoffroy, parce que je sais, on a déjà passé le temps, mais toute dernière question, rapidement. Vous dites finalement que, comme toujours, notre histoire se fera donc non par une hypothétique réaction populaire, mais par l'action de minorités actives, de nouvelles élites qui sont aujourd'hui cachées par la caverne politico-médiatique. Très rapidement là-dessus, qu'est-ce qu'il faut espérer ? Il faut espérer, d'abord, il faut agir. Je termine en disant, on ne va pas se sauver par l'intellectualisme, on ne va pas se sauver par des livres ou des conférences. C'est utile, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir agir. Il va falloir prendre son destin en main. Deuxièmement, je dis, les nouvelles élites, elles existent aujourd'hui. Elles sont diluées, elles sont masquées par le système. Exemple, les agriculteurs ou les entrepreneurs qui, malgré tout, essaient de créer quelque chose. Les jeunes couples qui acceptent de faire une famille, les jeunes qui redécouvrent la religion, qui redécouvrent le christianisme, tous les militants des mouvements alternatifs, identitaires, tous ceux qui agissent dans les médias alternatifs, etc. Il y a toute une série de gens qui aujourd'hui sont globalement d'accord sur le constat, comprennent ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je dis, la question, c'est pas le programme, tout le monde sait ce qu'il faut faire, c'est la volonté. Et dans l'histoire, heureusement, et notamment dans l'histoire européenne, c'est toujours dans les situations critiques qu'arrivent les nouvelles élites, les grands hommes, comme disait De Gaulle. Mais comme je le dis, sans guerre de 100 ans, il n'y a pas Jeanne d'Arc. On dirait que c'était pas un homme. Mais sans guerre de religion, il n'y a pas Henri IV. Sans la Fronde, il n'y a pas Louis XIV. Et sans la défaite de 40, il n'y a pas De Gaulle. Bon, donc je veux dire, plus l'histoire va être dure, plus ces nouvelles élites vont pouvoir apparaître et remplacer les élites qui nous gouvernent et qui ne méritent plus le terme d'élite. Ce sont des oligarchies. Mais en tout cas, merci beaucoup, Michel Geoffroy. C'est très clair. En tout cas, je vous invite, chers amis, à aller lire le livre Michel Geoffroy, Occident, Go Home, plaidoyer pour une Europe libre, aux éditions Via Romana. C'est un livre vraiment très intéressant. En plus, il est assez court, mais il est dense. Mais je vous invite franchement à aller l'acheter parce que Michel Geoffroy fait toujours un travail remarquable et c'est pour ça qu'on prend plaisir à vous écouter, à vous recevoir, Michel Geoffroy. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end. Merci d'être passé par les locaux de Toxin, Michel Geoffroy. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. 7h30, 9h30.